Ma session, il y a 4 grosses parties. C'est démonstration, pourquoi GWT, comment GWT fonctionne, et puis on va voir un petit peu après les différentes fonctionnalités. Donc des démonstrations, je vous ai prévu pas mal de démonstrations au départ, donc je les ai déjà chargées de manière à aller plus vite. Donc l'idée à travers ces démonstrations, c'est de vous montrer, déjà peut-être je vais poser quelques questions. Est-ce que, moi, je pense que la plupart de vous sont des développeurs Java, j'aimerais quand même le valider. Donc qui développe en Java? Ok, ça va, c'est la grosse majorité, on va dire. Qui connaît GWT? Donc il y a pas mal de gens qui connaissent. Et qui l'utilise actuellement sur une application? Ok, ce qui est pas mal quand même. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer quand même à ceux qui n'ont jamais vu des applications de GWT rapidement des exemples. Je vais illustrer à travers une série de démonstrations. Donc ça, c'est la première application que j'ai codée. Quand je découvrais la techno, je me suis mis un défi, je me suis dit je vais essayer de voir ce que je suis capable de faire en 8 heures. J'avais jamais codé de jeu et je me suis dit tiens, ça peut être intéressant de voir, on dit que GWT c'est graphique, etc., qu'on peut faire des choses sympas, donc je me suis dit tiens, je vais essayer de coder un jeu. Donc voilà ce que ça a donné. C'était un jeu pour le service recrutement de Sphère. Donc le principe c'est, j'ai appelé ça GWT Keyboard Warrior. Il y a des mots qui tombent comme ça, on les voit tomber et il faut les frapper au clavier. Et puis quand on les tape, et ben après ils disparaissent. Donc c'est assez sympa, ça me permettait de découvrir la technologie. On voit ici déjà toute la puissance de GWT, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui tombent comme ça, et puis on est capable de... Il y a un petit peu de métier, puisque là, je suis capable de calculer le score en local. Donc voilà un petit exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas GWT va pouvoir développer comme ça une petite application comme ça de manière assez simple. Autre illustration de GWT, c'est un exemple, c'est l'exemple classique d'application en GWT qui est disponible sur le site web de Google. Donc ils ont recréé avec la technologie un espèce de mailer. Donc on le voit ici, on peut manipuler un peu l'IHM comme ça, on peut ouvrir des choses. Et ce qu'on voit déjà tout de suite, c'est que ça c'est vraiment IHM web. Donc là je suis sur le web. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'IHM est mise à jour et pourtant, on n'a pas cette espèce de fameuse page blanche qui, de manière classique, vient un peu perturber l'expérience utilisateur. Donc voilà, donc on est capable comme ça de naviguer. On voit aussi que les composants sont plutôt sympas. Autre exemple, donc ça c'est ce qui est développé par Luciano, donc c'est un window manager. Je suis loin d'être un expert GWM, donc Luciano, tu m'en voudras pas si ma démo n'est pas très probante. Donc voilà, donc là on a, on voit ici, donc c'est une nouvelle expérience. On est vraiment sur le web, c'est quelque chose qui est en train de s'exécuter dans un navigateur et on a du multifenêtrage. Donc ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, qu'on n'avait pas avant. Donc bon, je peux encore continuer. Ici il y a des choses qui s'ouvrent. Voilà, je suis capable d'iconifier. Donc si j'iconifie, les choses apparaissent par là. Je suis capable de les rouvrir, etc. Donc voilà. GWM, c'est une bibliothèque qui va vous permettre de développer des applications de ce type. Donc ça, c'est aussi nouveau pour le web. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas vraiment développer des applications comme ça qui nous permettent de visualiser plusieurs informations en parallèle. Par exemple, ici, je pourrais très bien imaginer avoir une fiche client et puis ici une autre fiche client et puis en parallèle de pouvoir les comparer de manière à voir qu'est-ce qui est différent ou deux factures, etc. Faire ça sur le web, en Web 1, c'est des choses qui sont assez difficiles et qui vont être facilitées avec GWT. Autre exemple, donc ça c'est Contact Office, c'est une application aussi qui est disponible sur Internet. Donc là ma session est tombée. Il faut que je relance. Mon navigateur aussi est un peu à la rue. Donc je relance la démo. Donc voilà, donc bon, c'est une application, c'est un petit peu comme un Thunderbird. Donc vous avez ici, vous êtes capable de voir des emails, de rédiger des choses. C'est un multi-fenêtré aussi. Donc là, je vois, je suis en train d'ouvrir une fenêtre. Une autre application codée en GWT, on voit à nouveau, on est en train de manipuler des informations et il n'y a plus cette notion de navigation, on est vraiment en train de manipuler de l'information. Donc je vous avais parlé de petites démos nouvelles. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça aussi. Donc il y a des gens qui sont en train, il y avait des librairies JavaScript qui étaient assez puissantes, Scriptaculous. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Scriptaculous. Qui connaît Scriptaculous ? Une grosse majorité. Donc il y a deux manières de faire en GWT. Soit on wrap la librairie JavaScript, soit on recode.
Donc j'aurais pu vous montrer une démonstration de quelqu'un qui a wrappé la librairie JavaScript Scriptaculous en GWT. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui s'est lancé dans une nouvelle écriture qui s'appelle GWT Aculous, qui est en gros, on va recréer tous les effets de Scriptaculous, on va les coder directement en Java avec GWT. Donc c'est vraiment le début du projet, et puis ça permet d'avoir les petites animations qu'on voit comme ça. Donc ça, c'est codé purement en GWT. Donc c'est le début. Mais l'idée, c'est ça, c'est que je pense que de plus en plus, il va y avoir des librairies comme ça qui vont émerger, qui seront 100% codées en GWT. Après, il y a une librairie qui marche pas mal en ce moment, qui s'appelle EXT, une librairie JavaScript. Je ne sais pas qui connaît cette librairie. Ouais, quelques personnes. Bon, c'est une librairie purement JavaScript qui est assez sympa, qui donne des effets comme ça assez agréables. Voilà, où vous avez des tableaux, des choses comme ça. Des toolbars, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Enfin voilà, c'est une librairie JavaScript qui fait pas mal parler d'elle. Et puis donc il y a quelqu'un qui est en train de la wrapper à nouveau en GWT. Donc ça, en fait, c'est son wrapping pour développer cette application. Après, ce que je voulais vous montrer aussi, donc c'est justement le site Dis-moi où. Donc c'est un site qui a été développé depuis 1 an à peu près, je pense que c'est ça, Pierre-Antoine. Ça fait 1 an que le développement de ce site ont démarré, donc autour de la technologie GWT. C'est une intégration, c'est un espèce de Wikipédia. L'idée, c'est de faire un site collaboratif qui va permettre à des personnes d'échanger des bons plans géographiques, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a les sites touristiques, où sont les bons restos, qu'est-ce qu'il y a à faire à un endroit, etc. Donc voilà un petit peu l'IHM. Donc vous pouvez sélectionner, par exemple, où est-ce qu'on va aller manger après la session. Donc voilà, tout ça c'est codé en GWT, on voit ici, on peut naviguer, je pense dans la carte, en dessous on voit que c'est l'intégration de Google Maps, on peut iconifier des choses, les faire réapparaître, etc. etc. en fait. Donc toute l'IHM de ce site, qui est assez sympa, hein, qui fonctionne bien, ben, en fait est entièrement codé comme ça en GWT. Donc ça mène vraiment, là on voit c'est un site, les gens ont toujours tendance à penser que cette technologie elle est parfaitement adaptée pour l'informatique de gestion et sont un peu rétifs à se lancer dans des sites d'e-commerce entre guillemets avec cette technologie. On voit ici un exemple de site e-commerce, en tout cas de site internet qui est complètement basé sur la technologie. Donc voilà, et puis c'est vraiment, je pense qu'actuellement, développer un business autour avec ce type de technologie, c'est très différenciant sur le marché. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de décideurs dans la salle. Donc je me suis dit c'est des gens qui sont pressés et ils ne vont pas vouloir rester très longtemps dans la session. Donc je leur ai dit qu'est-ce que c'est que GWT, à quoi ça sert en 3-4 slides. Donc premièrement, GWT, je vous ai fait une démonstration, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être capable de manipuler plusieurs fenêtres en même temps. Donc ça amène une notion qui était chère à Windows, qui est le MDI. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de refaire avec GWT, entre autres avec l'outil de Luciano. Après, GWT, il y a eu beaucoup de promesses de développement, de simplification du développement avec la technologie web. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, développer une application web, c'est assez compliqué. Et puis, je pense que GWT, c'est vraiment une bonne simplification du développement. En tout cas, pour faire du Web 2, c'est certainement la meilleure techno. Voilà, réduction des coûts de développement. Donc ça, j'en parle facilement. Actuellement, j'ai lancé 4 projets GWT depuis le début de l'année. Donc sur 5 projets qu'on a démarrés chez Sphere, il y en a 4 qui ont été démarrés avec ces technologies. Et on s'aperçoit vraiment que ça amène une réduction du coût de développement. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses plus sympas pour un nombre de jours plus faible en fait. Donc des IHM beaucoup plus sympas pour un nombre de jours de développement qui est plus faible. Donc ça c'est mon retour d'expérience. On est capable avec GWT de faire développer des applications non connectées. Ce que je dirais c'est que il y a GWT qui permet déjà de faire des IHM avec un espèce de look desktop. Et puis aussi, on a aussi maintenant en GWT la possibilité de faire du Google Gears. Qui connaît Google Gears? Donc je vois que c'est un public qui fait pas mal de veille techno. Donc je vous ferai une petite démonstration d'une application qu'on a développée qui tourne sur le desktop, c'est un agenda. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas GWT, je lui ai lancé un défi, quelqu'un en interne, et je lui ai dit, voilà, je te donne 1 semaine pour me faire quelque chose.
Donc il s'est proposé de faire un agenda et puis il a bien avancé. Je lui ai dit, bah, ce que tu vas me faire maintenant, c'est que tu vas sauvegarder les données en local dans Google Gears. Donc je vous ferai une petite démo de ça. Vous verrez, manipuler Google Gears, c'est assez simple. Après, GWT, qu'est-ce que ça apporte encore? Ben, ça apporte aussi une très bonne ergonomie. Voilà, bon, ben, vous l'avez vu, toutes les nouvelles applications, là, c'est quelque chose, ça donne des ergonomies qui sont beaucoup plus agréables que le web. C'est une technologie aussi qui est efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, si on a un petit morceau d'IHM à mettre à jour, on ne va pas être obligé de mettre à jour complètement toute l'IHM. D'accord? Donc vous avez par exemple un tableau, vous avez quelque part une somme sur une colonne de ce tableau, vous faites un tri dans le tableau, donc vous pouvez le faire de côté client, et puis vous voulez bien sûr mettre à jour votre somme, ben, plutôt que de faire un aller-retour serveur et de récupérer du HTML, vous pouvez le faire directement en local et mettre à jour simplement les petites données de manière locale, comme je l'avais fait avec GWT Keyboard Warrior. Voilà. Donc tout ça pour dire que ben, je pense que c'est vraiment un bon framework et que les autres frameworks, en tout cas les autres technologies, ont un peu du souci à se faire. Voilà. Rapidement, je vais illustrer ici les avantages de la technologie Ajax. Donc GWT, c'est on peut dire un framework Ajax au sens large. Hein. Donc qu'est-ce que ça permet Ajax? Ajax, ça va permettre d'éviter le fameux clignotement de la page blanche. C'est-à-dire qu'avec une technologie web classique, vous avez une page web, vous cliquez quelque part et il y a une autre page web qui arrive et entre les deux, il y a un petit clignotement blanc, c'est ce qu'on appelle la page blanche. Donc si vous, en développant des applications avec des technologies comme celle-là, eh ben, en fait, vous allez pouvoir éviter ce fameux clignotement. Mise à jour des données de manière asynchrone. Donc vous avez des données à rafraîchir dans votre... vous avez un tableau par exemple, en permanence il y a des données qui sont générées côté serveur. Et bien en fait vous allez pouvoir aller piocher ces données de manière asynchrone et les récupérer, les injecter dans le navigateur. Ça c'est possible avec Ajax. Donc ce n'est pas vraiment lié à la technologie Ajax, mais il se trouve qu'avec cette technologie, on débarquait quantité de composants graphiques plus beaux les uns que les autres. Et puis c'est entre autres facilité, je pense que c'est une technologie en tout cas qui facilite la mise en œuvre de ces composants. Chose qui est très importante pour moi, donc ce n'est pas lié à GWT, mais je pense que ça va être vraiment exploité grâce à cette technologie. Avec Ajax, l'idée pour moi maintenant, c'est plutôt que d'avoir des serveurs d'applications avec état. En gros, jusqu'à maintenant, on allait stocker les sessions, les données des utilisateurs dans une session HTTP qui était côté serveur. Mon retour d'expérience, c'est que plus ça va et plus la session utilisateur est déportée sur le poste client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les serveurs d'application deviennent des serveurs métiers sans état, ce qui va permettre de faire des montées en charge de manière beaucoup plus efficace. Entre autres, on n'aura plus le besoin de gérer ce qui s'appelait l'affinité de session. Du fait qu'on va se débarrasser des sessions côté serveur, les sessions vont arriver dans le navigateur, en fait. Du coup, on va pouvoir se débarrasser de la notion des affinités de session. Donc, meilleure scalabilité. Voilà. En quelques mots, donc Ajax, c'est une technologie qui est super cool. C'est beau, c'est efficace, les clients en veulent. En fait, si on n'a pas un bon framework style GWT, on s'aperçoit rapidement que si on a des difficultés avec cette techno, c'est très difficile en JavaScript d'arriver à faire des choses qui sont cross-navigateur et en HTML. Donc l'idée, c'est d'avoir des couches d'abstraction au-dessus de ça. Dès qu'on code en JavaScript, on peut avoir des problèmes de fuite mémoire. Donc ça, c'est assez... on va dire que c'est assez fréquent, entre autres dans certains navigateurs. Il y a certains navigateurs qui ont une tendance naturelle, que je ne citerai pas, mais qui ont une tendance naturelle à consommer de plus en plus de mémoire. Donc il faut faire attention, il y a des patterns. Je ne suis vraiment pas un expert JavaScript, mais il y a des patterns à mettre en œuvre de manière à éviter ces fuites mémoire. Une application JavaScript, c'est souvent très lourd à charger. Donc au moment où vous lancez votre application, elle met beaucoup de temps pour se charger. Et finalement, donc on a la chance d'avoir ici un docteur S JavaScript, peut-être même plusieurs. Qui est-ce qui est très fort en JavaScript, à part Cyril? Il n'y a personne qui ose lever la main. Enfin bon, en tout cas, des docteurs S JavaScript, il y en a peu sur le marché. Et l'idée, c'est d'arriver à démocratiser en tout cas la technologie Ajax. Et pour ça, il faut monter dans les couches d'abstraction. Il n'y a pas vraiment de bons IDE. Il y a souvent des bugs qui sont difficiles à détecter parce que vu que c'est un langage interprété, vous allez vous apercevoir de bugs uniquement au niveau du runtime. Il n'y a pas de notion vous n'allez pas pouvoir valider que votre code est bon en phase de compilation puisqu'il n'y en a pas.
Donc c'est le moment où vous allez exécuter que vous allez vous apercevoir qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas facile de débugger, il y a aussi des problèmes de sécurité. Donc tout ça mis l'un au bout de l'autre. L'idée, c'est ce que je dis un peu de manière provocatrice, hein, c'est que si vous faites de l'Ajax, de manière classique, ou en tout cas historiquement, ce qu'il fallait, c'était faire le prototype, vous vous amusiez, vous le faisiez dans un navigateur, vous preniez Firefox, vous faisiez votre proto, tout se passait bien, tout le monde vous admirait. Et puis dès que le client signait le projet, vous partiez en courant parce que vous savez que ça allait être très difficile de mettre en œuvre la techno. Donc ça, c'était vrai jusqu'à maintenant. Et ce que je pense, c'est que maintenant, il y a une autre voie. On n'est pas obligé de fuir face à ces applications. L'idée, c'est de passer à GWT. C'est bien amené, non? Ça va. OK. Donc comment ça fonctionne? Déjà, ce que j'avais envie de dire, c'est quel était l'objectif que se sont fixés les développeurs du projet. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était permettre de développer simplement des applications cross-navigateurs. Donc, GWT, ça fonctionne dans 4 navigateurs. Donc, je ne dis pas que le support est parfait dans les 4 versions de navigateurs, mais en tout cas, tant que vous restez dans la sphère GWT, ça va très bien se passer. D'accord ? L'idée, c'était aussi d'être efficace, parce que ce qu'ils veulent, développer une application Ajax, c'est rapidement des kilos et des kilos de JavaScript, et ce qu'ils voulaient, c'est avoir une technologie qui permet de minimiser le volume de JavaScript qu'il va y avoir à télécharger dans le navigateur, et ce qu'ils voulaient, c'est des applications stables. Ils voulaient aussi, donc ça, c'est plutôt une vue utilisateur, donc c'était avoir de la technologie Ajax qui soit sympa pour les utilisateurs, et ils voulaient aussi que cette technologie elle soit amicale pour les développeurs. Donc pour ça, ils voulaient que cette techno puisse s'intégrer facilement dans les environnements de développement, qu'on puisse débugger, qu'on puisse refactorer. Ils voulaient un typage fort, pas simplement s'apercevoir qu'il y avait des bugs au moment du runtime. Donc la philosophie qu'il y a derrière ce framework, c'est d'abord on s'occupe de l'utilisateur, mais on n'oublie pas le développeur. D'accord? C'est un peu ça. Donc dans la manière quand vous allez découvrir cette API, vous allez vous apercevoir que c'est très... l'idée c'est de faire des applications qui sont efficaces, mais sans oublier le développeur. Donc l'approche qui a été choisie, c'est on va coder l'application en Java et on va la compiler, on va compiler le Java et ça va générer du JavaScript et des CSS, entre guillemets, ça ne va pas générer de CSS, mais ça va s'appuyer sur des CSS pour s'exécuter dans le navigateur. Donc voilà un petit exemple. Je vais vous le coder en direct. Bon, coder, c'est un bien grand mot. Je vais utiliser un outil qui s'appelle GWT Designer qui va faire pas mal de choses pour moi. Donc je vais créer un projet. Hello World. Je pense que là, les gens du fond ne voient absolument rien du tout. Pardon? Ah mince, je me suis planté, j'ai créé un projet Java et pas un projet GWT. Donc je vais créer un projet GWT que je vais appeler Hello World. Je crée un module. Finish. Donc voilà mon petit Hello World. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Donc on voit ici d'abord, c'est du code Java. Donc je peux exécuter le code pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, avec GWT, on va voir, il y a un compilateur et il y a aussi quelque chose qui est assez important qui arrive. Il y a un environnement d'exécution. D'accord? Donc ça, c'est l'environnement d'exécution du code GWT. Le code qui va s'exécute actuellement en Java. Donc on verra après d'ailleurs que ça peut des fois amener des bugs. Donc voilà, l'application que j'ai développée, c'est celle-là. Hein. Donc je clique ici et puis j'ai une petite pop-up qui arrive. D'accord? Donc coder ça, c'est assez simple. Dès qu'on commence à faire un petit peu de JavaScript, c'est ce qu'on fait. Hein. On met un bouton et on fait apparaître une pop-up. Donc voilà comment ça se code. Vous le codez en Java. Donc un bouton, développer en GWT, c'est très proche de développer en Swing. J'ai envie de dire même en VB ou dans des technologies comme ça. On est plutôt dans la programmation événementielle. Donc j'ai un composant bouton ici. Je fais un new sur bouton, je stocke dans la variable. Après j'ajoute le bouton dans mon panel. Et puis je dépose un listener, comme on le ferait en SWT ou en Swing. Hein. Donc je dépose un listener. Et puis quand ce qui est super là, c'est que ma machine RAM. Donc j'ai pris des risques hein, quand même, je suis en Eclipse 3.3. D'accord? Donc voilà, j'avais envie de vous montrer des choses nouvelles. Et puis aussi, il y a GWT Designer 2.0 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis dit, quitte à faire, je vous montre tout ça d'un seul coup. Donc bon, peut-être qu'on aura des petites choses comme ça, quoi. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est que là, on a notre listener.
on est capable de cliquer, quand on clique sur le bouton, on va déclencher cet événement, et puis à ce moment-là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ce que j'aurais aimé, c'était vous montrer quelque chose d'important, c'est qu'on était capable de débugger. Donc je vais relancer, là j'ai lancé l'application en mode normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais la relancer en mode debug. Donc ça c'est assez nouveau. Bon, on est capable de faire ça en JavaScript avec un super plugin qui s'appelle Firebug. Voilà, mais là l'idée c'est plutôt que de débugger du code JavaScript, vous allez débugger du code Java. Donc je dépose un point d'arrêt ici. Hop. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que... Alors la dernière fois, je me suis fait avoir. Je vais passer en vue debug parce que sinon il va me ronchonner. Donc je clique ici, clac. Ici on voit, hop, j'ai un point d'arrêt, je suis activé sur le point d'arrêt, je commence déjà à débugger mon application. Donc mon application, elle va s'exécuter au final en JavaScript dans le navigateur, mais en fait dans les phases de développement, je suis capable de débugger en Java. D'accord ? Donc c'est un peu aussi la grosse nouveauté. C'est un peu la grosse nouveauté. C'est aussi quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce qu'avec des applications comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on met de plus en plus de métiers, de calculs dans l'IHM, des sommes, des choses comme ça, des calculs de devis, des trucs comme ça. De plus en plus, il y a des choses comme ça qui vont se retrouver dans l'IHM. De pouvoir développer en Java, vous allez pouvoir faire des classes métiers dédiées pour vos calculs, et puis vous allez pouvoir mettre en place des tests unitaires en Java sur ces calculs. D'accord ? Donc l'idée qu'il y a derrière aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous faites des applications comme ça que vous n'êtes pas dans des mécaniques de test-driven development. Hein. Vous pouvez, malgré que vous faites du Web 2.0, mettre en place des patterns de développement de type TDD. Voilà pour la démo. C'est une démo assez rapide. Hein. Ouais. Peut-être on verra les questions à la fin. C'était une bonne question là. Je sens qu'il y a quelqu'un qui veut un hélicoptère. Donc, voilà comment ça marche. Donc, l'idée c'est quoi ? C'est que vous allez développer votre application, vous la codez en Java. D'accord ? Donc on part de coder en Java, mais en fait, de Java, dans GWT, il n'y a qu'un certain nombre d'API qui sont disponibles. Tout le JDK n'est pas disponible en GWT. En gros, il y a les librairies de base du langage. On va plutôt dire d'ailleurs que, plutôt que de dire vous codez en Java, j'ai envie plutôt de dire vous codez avec la syntaxe Java et avec les premières librairies de Java. Donc vous appuyez sur ces librairies de base. Ensuite, pour développer votre application, vous pouvez utiliser un certain nombre de widgets, d'accord, des boutons, des choses comme ça. Il y a des widgets de base que vous pouvez utiliser. Et après, il y a une phase de compilation. Donc votre code, le code Java, le portage du code Java en GWT, les widgets de base sont compilés. Et puis après, vous avez quelque chose qui va s'exécuter dans le navigateur. Donc toute l'intelligence de GWT, moi, pas envie de réduire GWT à ça, mais il y a une grosse partie de l'intelligence qui est là-dedans. D'accord ? GWT n'est pas un générateur de code. Ça ne va pas vous générer du code JavaScript. C'est vraiment une phase de compilation. D'accord ? Donc il y aura de l'optimisation. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une variable qui n'est pas utilisée dans le code, d'accord ? Comme dans une phase de compilation classique, dans le runtime, cette variable, elle va dégager. D'accord ? C'est une vraie phase de compilation, on n'est pas dans la génération. Là, on a un vrai compilateur. Et l'idée, c'est vraiment d'envoyer dans le navigateur du code qui est extrêmement optimisé. D'accord ? Donc, on va essayer de réduire au minimum le JavaScript qui va être envoyé dans le navigateur. Ils sont allés très loin là-dedans. Ils vont jusqu'à dire, en fait, si je suis dans Firefox, ce que je vais envoyer dans le navigateur, c'est uniquement le code JavaScript de Firefox. Donc dans le JavaScript qui arrive, il n'y a pas de if Firefox, if IE, if Safari, if Opera. Vous n'avez que du code JavaScript pour la plateforme cible. D'accord ? Donc dans la phase de compilation, il y a 4 fichiers JavaScript qui sont générés. Il y en a un par navigateur. D'accord ? Enfin bon, Samy, je pense que c'est des choses, tout ça que tu vas aborder, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc un tour d'horizon de la technologie. Je vais vous faire une démo un peu de tous les widgets qui sont disponibles. Hop, voilà, c'est là, Kitchen Sink. Donc voilà un petit peu, de base, c'est les widgets qui sont disponibles dans la technologie. Hein. Bon, il y a des boutons, on est capable de voir des boutons désactivés, il y a des menus. Donc la démo que je fais là, c'est GWT 1.3. Il y a des nouveaux composants qui sont arrivés dans GWT 1.4. J'aurais dû plugger la démo dessus, c'est dommage. Je suis resté, voilà, donc on est capable de faire ça. Il y a des layouts.
Donc il y a des espèces de panels dans lesquels on peut déposer des composants. Il y a un panel que j'utilise beaucoup, c'est l'Absolute Panel, qui permet de déposer les composants de manière absolue. C'est assez simple à mettre en œuvre. C'est ce qu'on voit quand on... si je reviens là-dedans, hop, je pense que ici, là, si je suis en vue design, ça va se charger. Enfin, je vous montrerai peut-être après. Ouais. Bon, j'ai pris beaucoup de risques avec mes versions de... On verra ce qui se passe après. Donc voilà. Après, donc, il y a des listes, il y a des pop-up, il y a des tables. Donc, ce n'est pas très riche, en fait, au niveau des tables. Souvent, on est obligé de coder ses propres widgets. Enfin, voilà, il y a des arbres, il y a des onglets, on les a vus. Hein. Voilà. Et puis, en GWT 1.4, il y a quelques nouveaux widgets. Il y a un splitter qui permet de découper un écran de manière horizontale. Il y a quelque chose qui permet de saisir du texte de manière riche, avec la possibilité de mettre du caractère gras, italique, machin, etc. Enfin, il y a quelques nouveaux widgets comme ça qui sont assez sympas. Je vais voir si ça remarche là. Non, j'ai l'impression que mon Eclipse est... C'est en train de geler, on verra si ça redémarre tout à l'heure. OK. Donc voilà pour les widgets de base. De manière native, en fait, dans GWT, vous avez le support de l'historique. Donc je sais que Juliana, qui intervient après, va évoquer le sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc vous avez la possibilité de gérer le back-forward, en gros, c'est ça l'idée. De manière très simple, on est capable de faire des appels remote. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup poussé ces derniers temps. C'est de manière asynchrone, ce que je veux, c'est aller récupérer des données sur un serveur et les ramener. Donc ça, c'est grandement facilité avec GWT. Donc vous avez un ensemble de classes Java qui vont vous permettre de déclencher un appel asynchrone et récupérer la donnée. Donc voilà un exemple de code rapide. Je ne vais pas le commenter parce que je sais que c'est assez barbant. Mais en gros, vous déclarez un appel asynchrone et après vous déclenchez cet appel asynchrone ici. Et puis si l'appel se passe bien, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'erreur HTTP ou d'exception côté serveur, vous allez exécuter le code qui se trouve ici. Et puis s'il y a à un moment donné une erreur, vous allez exécuter le code qui est là. D'accord ? Donc c'est assez simple. Et puis là, de manière transparente, vous faites un appel remote et vous récupérez la donnée, en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant aussi. Dans GWT, vous allez avoir le support natif de l'internationalisation. À nouveau, ça va assez loin. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour externaliser tout ce qui est label, etc., dans des fichiers externes. Mais quand le navigateur va télécharger de l'information depuis le navigateur, il va télécharger que les labels qu'il concerne. Donc si je suis en anglais, il va télécharger uniquement les labels concernant la langue anglaise. Si je suis en français, il va télécharger uniquement les labels concernant la langue française. Et ça, à nouveau, tous ces mécanismes sont mis en œuvre durant la phase de compilation. Donc vous n'avez rien à faire. Il y a, quelque chose d'assez astucieux qui permet d'externaliser les labels dans des fichiers externes. Donc en gros, vous créez un fichier properties. Voilà un exemple de fichier properties. Pour accéder à vos labels, vous utilisez une interface. Et puis après, quand vous voulez faire appel à un label, vous faites appel à cette interface. Et là, GWT, en fait, de manière automatique, va aller piocher dans le fichier properties. Et le code qui vous a généré, en fait, dans votre navigateur, vous aurez uniquement les labels qui vous intéressent. Ce qui va à nouveau limiter la taille du code qui va être téléchargé dans le navigateur. Donc quelque chose qui est vraiment agréable, en tout cas pour moi, qui ne suis pas du tout un développeur JavaScript, plutôt développeur néophyte avec cette technologie, c'est l'Absolute Panel. Donc dans les applications qu'on développe actuellement, on l'utilise de manière intensive. Quand on développe des composants de base, on s'appuie sur cette notion. Voilà, donc le support multinavigateur et multiplateforme. Voilà, donc ça marche pas mal. Tout GWT est basé sur des CSS. D'accord ? Donc de base, quand vous avez un composant, si vous voulez customiser ce composant en termes d'apparence, vous devez le faire par des CSS. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. D'accord ? Donc pour customiser vos composants, vous passez forcément par du style. Donc je ne sais pas si je pourrais montrer ça, si mon Eclipse m'a rendu la main. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais le shooter.
pas ce qui se passe. Ouais, c'était ça, c'était le fait que j'étais en debug. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était l'absolute panel. Donc là, j'ai un absolute panel, je pose le composant où je veux, d'accord? Et quand je vais exécuter, ben, en fait, voilà, mon composant va se retrouver où je l'ai placé. Donc quand on fait de l'informatique de gestion, on a peu de temps pour développer les écrans. Ben, c'est assez agréable de pouvoir utiliser ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Oui, c'était les CSS. Ben, je rajoute ici un label. Par exemple, new label, et puis ce que je vais faire là, c'est que je vais customiser le CSS. Donc je le rajoute. Et puis ici, chez WT label, je l'édite, par exemple, et puis je dis, la taille maintenant c'est ça. Je vais mettre un background avec une couleur. Enfin voilà quoi, c'est de la CSS. Hein. Je fais OK. OK, j'espère que ça va marcher. Ouais. Bon, j'aurais pas dû mettre des versions stables de produits. Je suis désolé. Je vais continuer. Donc voilà, donc support du debug. Donc je vous ai fait une démonstration tout à l'heure. Ben, vous avez du code Java qui s'exécute, vous posez des points d'arrêt et vous êtes capable après d'exécuter de manière pas à pas votre application. Vous êtes aussi capable d'aller espionner dans les variables, les valeurs des différentes choses. Vous êtes aussi capable d'accéder en tout cas au HTML qui va être généré. D'accord ? Donc vous êtes capable d'aller voir comme ça un peu tout ce qui se passe. Voilà. Donc Justina va aussi parler à un moment donné de la possibilité que propose GWT de wrapper du JavaScript. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est assez simple et c'est ce que tout le monde utilise pour wrapper ses librairies. Optimisation du code. Donc ça veut dire quoi? Le JavaScript qui est envoyé dans le navigateur, il est optimisé par une phase de compilation. Seul le JavaScript nécessaire est téléchargé par le navigateur. J'en ai déjà parlé. Très bonne scalabilité, ça veut dire quoi? C'est que la technologie GWT, du fait qu'elle s'appuie sur Ajax, va pouvoir mettre en œuvre de manière simple des sessions côté client. Donc c'est ce qu'on fait dans les applications. On va avoir des objets GWT de type session dans lesquels on va stocker les informations clients. En fait. Donc plutôt que de les avoir sur le serveur, on les a côté client, ce qui nous permet d'avoir des serveurs stateless et du coup on oublie tout ce qui est session affinity et la montée en charge et du coup est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Il y a des outils, donc je vous ai montré GWT Designer, mais il y a des outils pour maintenant tous les IDE Java, donc il y a des outils bien sûr pour Eclipse, il y a plusieurs plugins, il y en a pour NetBeans, IntelliJ, JDeveloper. Voilà, GWT c'est aussi une communauté qui est extrêmement active, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de mai, en un an, la technologie avait été téléchargée, le toolkit avait été téléchargé plus d'1 million de fois. Sur le forum de discussion, sur la mailing list des utilisateurs, il y a plus de 9000 personnes inscrites. Il y a déjà plusieurs ouvrages qui ont été édités sur la techno. Il y a de nombreux articles tutoriaux disponibles sur Internet. Il y a déjà des gens qui font de la formation sur GWT, donc Samy en parlera, je pense. Et puis il y a aussi de nombreux blogs sur cette technologie. Donc il y a vraiment, ce qui est aussi important avec cette techno, c'est qu'au-delà des prouesses technologiques, il y a aussi une communauté qui est assez forte en fait. Donc dès que vous avez un problème, vous êtes capable de poser des questions sur Internet, vous allez trouver des solutions de manière assez rapide. Voilà, donc GWT 1.4 arrive, il est actuellement en RC. Donc il arrive avec son lot d'optimisation. J'en ai mis une qui est assez sympathique. Je voulais en zoomer sur une fonctionnalité particulière, ce qui va vous donner un petit peu de l'idée de jusqu'où va Google. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un navigateur, quand il fait une requête sur un navigateur, en gros, ne peut pas déclencher plus de 2 requêtes sur un serveur. C'est pour éviter tout ce qui est problème de déni de service. On va autoriser, un serveur va autoriser que 2 requêtes en provenance d'un navigateur. Donc si dans votre application, entre autres dans votre page d'accueil, vous avez une dizaine d'images ou une vingtaine, entre autres tous ces petits icônes,
et ben, ces icônes vont être obligées d'être, au maximum, ils vont pouvoir passer par 2 sockets, et donc ils vont être sérialisés à travers ces 2 sockets. Et même s'ils sont tout petits, ben, vous êtes en HTTP, il y a toujours cette espèce de latence qui fait que ben, il faut ouvrir la connexion, télécharger le truc, etc. Donc ça prend toujours un certain temps. Et puis voilà, donc et pourtant vous n'aviez que des petites images. Donc ce qu'a fait Google avec GWT, ils ont créé un truc qui s'appelle l'Image Bundle, qui va permettre en fait de télécharger toutes ces icônes en une seule image, ou toutes vos images statiques en une seule image, et après vous allez pouvoir les adresser dans votre code via une API en disant bah, tiens, je veux telle image, je veux telle image, je veux telle image. Voilà. Et l'idée, bah, c'est de dire, bah, plutôt que d'avoir, là j'ai 12 icônes, ce qui déclenchait 12 requêtes HTTP, qui allaient en gros être sérialisées dans 2 pipes. Et là, l'idée, bah, c'est que j'ai plus qu'une seule requête, et on a une amélioration vraiment significative du démarrage des applications. Il y a des gens qui ont fait des tests sur une simple barre d'icônes comme ça. Pour démarrer leur application, c'était 600 millisecondes. En utilisant l'image bundle, ils sont passés à 100 millisecondes. Donc on a vraiment comme ça, des choses, des petits trucs comme ça en permanence qui vont permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Ce qu'ils veulent en fait chez Google, ce qu'ils visent, c'est que le premier écran arrive en moins de 100 millisecondes. C'est ce qu'ils visent en fait. Parce que s'il n'y a rien de plus énervant pour quelqu'un quand il se connecte à une application, d'avoir pendant 1, 2, 3 secondes un écran blanc. Et donc là, ils sont en permanence en recherche d'optimisation pour arriver à ces 100 millisecondes. Donc voilà. Donc dans GWT, il y a aussi maintenant la possibilité d'accéder à Google Gears. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Google Gears, c'est une base de données qui s'installe dans le navigateur. Et vous allez avoir une API en JavaScript qui vous permet de discuter avec ces bases de données locales. Donc la base de données, c'est SQLite, c'est une base de données open source. Et ce qu'a fait Google, c'est qu'il propose un ensemble de classes Java qui wrap le JavaScript. Et donc du coup, maintenant, vous allez pouvoir accéder de manière très simple à votre base de données locale. Donc je vous avais parlé d'une démonstration. Donc je vais vous la montrer. Elle est là. Donc c'est un agenda qu'on a développé ici. Donc ça, je vous avais dit que j'avais donné entre guillemets, un défi à quelqu'un qui ne connaissait pas GWT. Je lui ai dit, ben voilà, tu as 5 jours pour me développer quelque chose. Donc c'est un agenda qui m'a développé. Donc voilà. Donc c'est pas non plus, c'est pas non plus mortel. Hein. Enfin voilà, on resize, ça marche. C'est du GWT classique. Vous pouvez naviguer dedans. Enfin voilà. Et puis vous pouvez éditer de l'information. Ici, je saisis de l'information, je fais ajouter. Et cette information, elle va être stockée en local. Donc si je ferme mon navigateur et que je le rouvre, je vais même avoir le courage de le faire. J'ai vraiment le courage de le faire. On va essayer. Hein. Par contre, je ne sais plus quel jour je l'ai mis, ce qui est un peu bête. Donc quand je le démarre ici, ça c'est une information de sécurité qui est lancée par Google Gears, qui me dit est-ce que tu autorises à stocker des informations de manière locale? Donc j'autorise. Et puis là, alors je ne sais plus où c'était. C'était septembre? Voilà. Donc j'ai fermé mon navigateur, mon application, je la réouvre. Je n'ai pas de serveur d'application ici. Hein. C'est une application qui s'exécute, on le voit ici. Pour ceux qui peuvent le voir, c'est File qui a marqué. Donc je suis vraiment de manière locale. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'information, je l'ai écrit dans ma base de données, et puis là, je l'ai récupéré. Donc l'API, elle est vraiment hyper simple. Je vais vous la montrer quand même parce que c'est tellement simple que c'est dommage de s'en priver. Voilà, donc Google Gears, c'est une petite démonstration de base de données. C'est difficile de faire plus simple. Hein. Vous avez un objet qui s'appelle database. D'accord ? Donc vous créez votre objet database. Ça, c'est l'API en Java qui a été proposé par Google. Et puis après, dedans, vous allez pouvoir exécuter des queries. Donc execute, create table, etc. Et puis après, execute, insert, etc. Donc vous avez créé une base, et puis dedans, vous déclenchez vos requêtes. D'accord ? Vraiment super simple en fait. D'accord ? Et ça va stocker les informations de manière locale, et après vous allez pouvoir à nouveau y réaccéder. Donc ce qui vous permet de développer en tout cas, vous allez pouvoir changer un petit peu vos applications. Il y a des tables de référence qui sont toujours les mêmes. Si vous installez Google Gears sur les postes, en fait, plutôt qu'à chaque fois aller récupérer ces tables de référence, vous les stockez en local. Si la base n'est pas là, vous la créez, vous déposez vos informations table de référence, et puis après, ça vous évite d'aller les chercher à chaque fois. D'accord ? Donc je pense qu'il y a plein déjà de gens qui se sont lancés dans l'illustration. Moi, en 2 mots, voilà ce que je voulais dire, un petit résumé, c'est que GWT, il est couramment admis que développer une application GWT permet d'aller 5 fois plus vite, je veux bien dire, sur la couche graphique.
Donc par rapport à faire du JSF ou du JSP ou du Struts, etc., vous allez pouvoir de manière très simple développer votre IHM et faire des choses qui sont, en termes d'ergonomie, qui sont plus sympas. Ça amène du refactoring, ça c'est assez important. Votre code, votre code IHM est écrit en Java, donc vous pouvez refactorer vous appuyez sur vos environnements de développement, Eclipse, IDE, etc. pour refactorer. Ça amène le debug, des serveurs stateless, du cross-navigateur, de l'internationalisation, le hosted mode qui est vraiment intéressant, qui vous permet très rapidement d'exécuter votre application, et puis la possibilité de faire du JSNI. Donc quelques trucs. Première chose, la plus grosse difficulté avec cette technologie, c'est d'arriver à penser autrement. Ça veut dire quoi? C'est que les gens, en tout cas surtout les web designers, c'est la plus grosse difficulté que j'ai actuellement avec les gens quand je demande une charte graphique pour un site en GWT, c'est qu'ils pensent encore navigation. D'accord? J'ai une application de gestion, ils la pensent encore en mode navigation. Ils sont encore sur le web. Et c'est le plus gros défi, c'est d'arriver à leur faire comprendre que non, on n'est plus obligé de naviguer en fait. Ils sont capables maintenant de s'exprimer de manière nouvelle et de penser plus comme une application classique en fait. Donc voilà. Donc il faut arriver à penser autrement, il n'y a plus de navigation. Donc ce que j'ai mis en œuvre moi sur un projet, sur 2 projets déjà, c'est la notion de multi-desktop. Je voulais vous faire une démo de ça. Hop. Donc il est là, ça s'appelle Desk. Donc c'est un projet open source que j'ai démarré. Je pense que c'est ça. Donc je le déclenche. Donc l'idée c'est quoi? Vous avez votre utilisateur. Actuellement, par exemple, il est dans l'espace client, il va remplir une fiche client, puis d'un seul coup, il veut dire, tiens, est-ce que cet utilisateur, tiens, je voudrais avoir une facture. Donc sur le web 2, vous abandonnez ce que vous êtes en train de faire, et puis vous allez récupérer la facture, vous la récupérez, puis après vous revenez dans l'espace client, etc. Et tout ça, pour naviguer comme ça, à chaque fois, vous avez des allers-retours serveurs, vous avez de la perte d'informations, vous avez commencé un formulaire, vous n'aviez pas de quoi la possibilité de le sauvegarder, donc vous êtes obligé de l'abandonner pour passer dans une autre partie du site web. On parlait vraiment de site web, etc. Donc là, l'idée, je me suis dit, j'ai une technologie maintenant qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Donc plutôt que d'avoir ça, j'ai aussi pas mal développé en Eclipse RCP. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas essayer d'arriver à mixer les concepts Eclipse RCP avec la notion de perspective et de vue avec cette technologie qui est GWT. Donc j'ai créé un petit framework qui amène la notion de desk, de desktop en fait. Donc là pour l'instant c'est très basique, ma démo est très technique, elle n'est pas très... l'infographie n'est pas léchée. Mais donc voilà, donc l'idée c'était ça. Donc là je vais vous présenter, j'ai créé différents desktops qui sont là. J'aimerais bien que ça... Ouais. Je sais pas ce qu'a ma machine aujourd'hui, mais... Bon. Je vais flinguer. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe de temps en temps, elle gèle. Donc ça, c'est mon IHM ici. Donc j'ai mes différents desktops. Ce que je peux faire, par exemple, ici, non, ma machine gèle, c'est très casse-pied. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, par exemple, je peux rajouter une fiche client, je peux en rajouter une autre, revenir, changer desktop, revenir à l'ancien desktop, commencer à saisir de l'information qui est là. Je reviens sur mon ancien desktop, je reviens sur mon premier desktop, les informations que j'ai saisies restent persistantes. Faire ça en GWT, ça m'a demandé créer le petit framework qui permet de faire ça, amener cette notion de perspective, donc je bascule d'un monde à l'autre, amener cette notion de... Je rajoute des vues, donc ça correspond à des vues en Eclipse. Donc j'ai rajouté des onglets comme ça m'a demandé une demi-journée. Donc c'est vraiment simple, c'est une technologie qui est très simple à appréhender et créer un petit framework comme ça qui change complètement l'expérience utilisateur, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc je me suis dit, on m'a envoyé donc la personne est-ce que je vous ai fait une démo de XT? Je ne me rappelle plus quelles sont les démos que j'ai fait. Si, je vous ai fait une démo de XT et c'était le wrapping en GWT
de la technologie EXT. Donc quelqu'un m'a envoyé, le gars m'a envoyé le code et que je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais redévelopper ça en changeant l'ergonomie? Donc là, je me suis appuyé sur, j'ai fait ça en 2 heures. Hein. Donc j'ai ramené cette notion de multi-desktop et puis d'avoir plusieurs vues ici comme ça, en m'appuyant sur une couche graphique beaucoup plus sympa que celle de GWT, qui est EXT, et voilà ce que ça donne. Et donc là, on voit déjà, de manière très simple, ici, je suis capable d'avoir plusieurs fiches utilisateurs, de les créer, de les manipuler, et ça se fait tout côté client, donc je n'ai pas à gérer une session, la notion de conversation qui est chère à SIM, je n'ai pas à la gérer en fait, de manière native, elle peut être gérée directement dans le navigateur, ce qui simplifie beaucoup les développements. Voilà. Donc attention, un langage peut en cacher un autre. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous codez en Java, mais ça s'exécute en JavaScript. D'accord ? Il ne faut pas perdre ça de vue. Il y a quelque chose qui est important là-dedans. Ça veut dire quoi? Par exemple, en JavaScript, le type long n'existe pas. Il n'y a pas de long en JavaScript. Cyril? Il n'y a pas de long. Hein? Et donc l'idée, c'est que quand vous allez manipuler des grands nombres en Java, des longs par exemple, ils vont être transformés en float. D'accord? Ces longs vont être transformés en float, et donc du coup, vous allez perdre un certain nombre d'informations. D'accord? Donc c'est une technologie qui est un peu magique, mais il ne faut pas oublier que derrière, ce qui va s'exécuter, c'est du JavaScript. Donc je vous ai prévu une petite démo pour ça. Une petite démo qui illustre bien ça. Hop. Je crois que c'est ici. Démo longue. Vous pouvez difficilement faire plus explicite. Voilà. CTRL F11. Donc voilà ma petite démo. Donc c'est une démo qui est assez simple. C'est quoi? Ce que je fais ici, c'est que donc je code en Java, j'ai des labels, et puis j'ai une valeur ici. Cette valeur, c'est celle que je veux afficher. Donc là, je l'ai sous forme de string. D'accord? Ce que je fais ici, c'est que je crée un long avec la même valeur. On voit ici, donc vous ne le voyez pas à l'écran, mais ici, il y a un petit L. Ce n'est pas un 1, c'est un L pour dire ce que je suis en train de créer, c'est un long. D'accord? Donc je suis en Java, je suis en train de créer un long, et ce que je vais demander, c'est d'afficher cette valeur. Donc je crée un long et je lui demande de l'afficher. Si j'exécute en hosted mode, la valeur que j'ai mise sous forme de string et la valeur qui s'affiche de manière réelle, c'est la même. D'accord? Elle me dit les longs n'existent pas et pourtant il arrive très bien à le gérer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est exécuté ici, je suis en Java. Là. Quand je suis en hosted mode, en mode de test, en fait, ce qui me permet de débugger, etc., ce n'est pas du JavaScript qui s'exécute derrière, c'est du Java. Donc c'est normal que les deux valeurs sont cohérentes. Maintenant, donc dans GWT, dans le hosted mode, vous avez la possibilité de lancer en gros votre phase de compilation. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai lancé ma phase de compilation et puis ça l'a exécuté derrière. Et on voit que les deux nombres sont différents. D'accord? Puisque là, maintenant, c'est du JavaScript qui s'exécute. Donc il n'y a pas beaucoup de pièges comme ça en GWT, il faut les connaître. Ça, c'en est un. D'accord? Donc là, j'exécute en JavaScript. Ça, c'est ce que j'attendais. Et ça, c'est la valeur réelle. Parce qu'entre-temps, le long a été transformé en flottant. Et donc, du coup, on a perdu un certain nombre de digits. Et puis, du coup, quand on l'affiche, on le transforme en string. Et voilà ce qu'on obtient. OK? Donc, voilà. Un langage peut en cacher un autre. En vrac, la manipulation, donc c'est des petits trucs à laquelle il faut faire attention. On a l'impression que GWT, c'est un peu magique. On manipule cette technologie comme ça, c'est assez sympa, etc. Et puis, on va commencer à manipuler le DOM, parce qu'on y a accès en Java, au DOM du navigateur. On va commencer à le manipuler de manière intensive, c'est très coûteux. Et quand vous faites ça, rapidement, vous allez avoir cette fenêtre qui va commencer à apparaître, parce que la manipulation du DOM, c'est coûteux, donc rapidement, le navigateur gèle, et puis vous allez avoir des choses comme ça. Donc faites attention. J'ai des démos là-dessus, mais je ne vais pas avoir le temps de les montrer. Il se trouve qu'en GWT 1.4, il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui s'appelle l'incremental command, qui permet de se débarrasser de ce genre de choses. D'accord? Donc quand vous avez un algorithme qui prend du temps, vous allez le découper en morceaux, et de temps en temps, de manière régulière, vous donnez la main au navigateur, et le navigateur vous redonne la main. Donc en fait, vous allez dérouler de manière incrémentale votre algorithme. Ça arrive en GWT 1.4. On a vu déjà, un navigateur ne peut envoyer que 2 requêtes maximum à un serveur. C'est vrai de manière synchrone, mais c'est aussi vrai de manière asynchrone. Donc ça ne sert à rien de bombarder le serveur de requêtes asynchrones. De toute façon, derrière, elles vont être traitées de manière synchrone. D'accord? Par le serveur. Donc voilà, à savoir.
Pour le traitement des erreurs, ce qui est sympa, donc vous avez une classe qui s'appelle A5 callback. Vous déclenchez une requête sur le serveur, vous récupérez de l'information. Donc ce qui est sympa, c'est de sous-classer cette classe de manière à avoir une manière générique de traiter les erreurs du côté serveur, plutôt que chaque développeur le mette en œuvre. Quand vous codez, il faut vraiment essayer d'oublier JavaScript et puis coder en Java. Vous avez des choses à faire, vous avez un langage qui vous permet de le faire, c'est Java. Même si vous avez de temps en temps la possibilité de faire du JSNI, préférez Java. Je voulais aussi vous faire une démo de Selenium. Qui connaît Selenium? Il y a pas mal de gens. Donc Selenium, c'est un outil qui est vraiment intéressant, qui vous permet de faire des tests IHM. Donc en gros, vous allez pouvoir enregistrer en Selenium une séquence utilisateur dans le navigateur, et après vous allez pouvoir rejouer cette séquence utilisateur. Donc plus vous avez de l'intelligence dans le navigateur, plus vous avez intérêt à tester pour éviter les régressions. Selenium, c'est un très bon outil qui permet de faire ça, et il est compatible JWT. Et puis aussi, on peut utiliser Maven. Attends, je vais poser une question piège. Qui utilise Maven? Qui trouve que Maven, c'est compliqué? Je pose ces questions parce qu'il se trouve que dans la salle, il y a un développeur Maven, en fait. Emmanuel, si tu peux te lever, il est là. Donc voilà, Emmanuel Venise, qui en fait est committeur Maven, qui travaille sur Maven à plein temps, il développe à la fois Maven et Continuum. Donc voilà, donc tu as entendu, Maven, ça reste compliqué, hein. Faut que tu fasses des efforts. Donc il se trouve que JWT, c'est une technologie qui est compatible Maven, et toute la phase de build, vous allez pouvoir la déléguer à Maven, à votre usine de dev. Les idées reçues, Java est nécessaire sur le serveur, donc c'est plus facile si vous faites à la fois du Java sur le serveur et sur le client, mais JWT n'impose pas du tout du Java sur le serveur, encore moins JWT 1.4. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez très bien avoir un backend en PHP, une couche graphique JWT qui discute avec un backend en PHP ou en .NET. Le code JavaScript est difficile à débugger, c'est vrai, parce qu'il est optimisé. Mais il se trouve qu'il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité de changer les options de compilation de votre JavaScript. Donc je vais vous montrer là. En fait, dans le compilateur JWT a différentes options. Soit vous êtes en mode optimisé, donc c'est ce qu'ils appellent le mode offusqué, soit vous pouvez passer en mode détaillé. Et à ce moment-là, le JavaScript qui va être généré va être parfaitement lisible. Et si vous avez besoin de débugger, donc c'est plutôt pour les gens qui développent des composants graphiques en JWT, à ce moment-là, vous pouvez passer en mode détaillé et puis débugger avec Firebug. Vous aurez du code JavaScript qui va être lisible. Donc voilà. Les widgets JWT, on les a vus, c'est bof. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de librairies qui sont en train d'arriver. Les gens du projet JWT sont plutôt des experts en compilation. Vraiment, le sujet JWT, c'est le compilateur, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui développent des librairies. Donc, je vous ai montré JWT-EXT. Cyril va vous montrer Rialto. On va nous montrer Tatami. Il y a d'autres trucs, JWT Widget. Je vous ai montré un peu JWT Aclos qui est en train de démarrer. Voilà. Donc, en JWT, il y a plein de widgets qui sont en train de débarquer. Les applications JWT sont lourdes. C'est vrai qu'au début, il faut télécharger le code JavaScript. Donc, une application JWT, je crois que dis-moi où, tu me disais que c'était 600 kg. Au début, il y a ce moment où il faut le télécharger. Mais après, derrière, une fois que c'est téléchargé, on n'a plus rien à télécharger. JWT n'est plus propriétaire, puisque en fait, c'est sous licence open source Apache depuis décembre. Je pense que c'est un des facteurs qui amène l'immense succès de la librairie. Version de JDK, donc il y a un peu un débat là-dessus. Donc Java 5 n'est pas supporté par JWT. Votre couche graphique, vous devez la coder en Java 4. Donc à partir de JWT 1.5, il y a des choses de Java 5 qui vont être intégrées, qui vont être supportées dans JWT. Pas tout, des choses, certaines parties. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on code le code serveur est codé en Java 5 et 6, et puis le code client est codé en Java 1.4, en fait. On peut mixer ces deux choses-là. Intégration avec Spring, en fait, elle est grandement facilitée avec JWT 1.4. Je dirais même que ce n'est plus un problème. Intégration avec Hibernate, pareil, c'est facilité en JWT 1.4 puisqu'il n'y a plus besoin de mettre l'interface eSerializable. Donc, qui est-ce qui avait eu des problèmes avec eSerializable? Ouais, enfin bon, on voit les gens qu'on... Donc maintenant, en JWT 1.4, elle n'est plus nécessaire. Je vous dis quand même de faire très attention. On l'a vu, après, vous allez envoyer des entités métiers dans votre navigateur. Vous pouvez faire ça, bien sûr. Faites très attention. Entre autres, ce que je vous ai dit, c'est qu'un langage peut en cacher un autre. Derrière ce qui s'exécute, c'est du JavaScript. Si dans votre entité métier, vous avez des longues,
bah, ça ne va pas marcher côté client. Donc, faites très attention. Vous allez prendre des bins. Les gens ont envie de prendre les informations de la base de données et les envoyer dans la couche graphique. Voilà. Moi, je vous dis attention danger. Bah voilà, je vous ai mis, les slides seront disponibles, donc je vous ai mis quelques ressources. J'anime un blog, je vais faire un sondage, qui s'appelle OnGWT. Qui est-ce qui connaît OnGWT? Ah ben ça va. Voilà. Et puis, bah, un petit mot sur ma boîte pour terminer. Donc c'est de la publi-information. Ce que je voulais dire à travers ce slide, c'est que GWT, c'est une technologie qui arrive très fort. Depuis début 2007, on a démarré 4 projets sur 5 en GWT. Donc, on présente cette technologie à nos clients. Et puis, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Donc, sur 5 clients, on a 4 qui ont adhéré. Chez Sphere, il y a maintenant une quinzaine de personnes qui sont impliquées directement sur des projets sur lesquels il y a cette techno, qui codent vraiment avec cette techno. Donc, ça va très vite. La courbe d'apprentissage est très faible. En gros, de 1 à 3 jours, quoi, au moins, quasiment. Moi, quelqu'un qui a déjà fait du swing et des choses comme ça, il est opérationnel immédiatement, dans le principe. Après, voilà, quoi. Courbe d'apprentissage, c'est vraiment, pour moi, c'est une technologie qui est très intuitive. Voilà, les clients sont vraiment contents de la technologie. C'est le retour que j'ai. Hein. Message à l'assemblée, je recrute des gens qui ont envie de faire du GWT. Donc, conclusion, GWT, c'est facile, efficace, c'est beau. Je voulais remercier d'abord Bruce Johnson qui a lancé ce projet. Je voulais aussi remercier Google de porter ça et puis un peu tout le monde. Je voulais aussi vous remercier. Voilà. Merci beaucoup donc.